Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Tortu, je suis ravi d'être là parmi vous, que vous m'accueilliez dans cette belle communauté. Pour info, j'ai travaillé avec pas mal de sites PrestaShop et je l'ai souvent défendu d'ailleurs face aux géants verts. Pour plein de raisons, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, on va parler du coup de trois manières d'aider les marchands que vous accompagnez à booster leur taux de conversion ou en tout cas leur business. Bon, et bien, vu que je viens de savoir que certains sont rentrés très tard à danser sur du Céline Dion et du Mylène Farmer, on va commencer tout doucement par une équation hyper simple, promis, qui est l'équation de tout e-commerçant, qui est toute simple et qui a son importance, qui va être pour créer, pour savoir le chiffre d'affaires que les marchands vont faire. C'est tout simple, il y a trois éléments: le nombre de visiteurs que vous attirez sur votre site web, le taux de conversion et le panier moyen. Si vous avez une vision un tout petit peu plus lointaine, vous allez remplacer le panier moyen par la LTV, pour la Lifetime Value, mais en gros, c'est les trois éléments sur lesquels tous les e-commerçants travaillent. Enfin, pas tous les e-commerçants, c'est bien ça le problème, c'est peut-être pour ça que je suis là. Mais en tout cas, c'est commun à tous les e-commerçants. Et justement, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'e-commerçants passent énormément de temps sur la première partie, qui est d'attirer des visiteurs sur leur site web, et en oublient un petit peu le reste de l'équation. Et en fait, ça a plusieurs raisons. Pourquoi ils passent autant de temps à attirer les gens sur leur site? Bah déjà parce qu'il y a des grosses agences qui se font un plaisir de vachement communiquer sur l'intérêt des pubs, parce qu'en fait elles gagnent énormément d'argent, vu qu'elles gagnent un pourcentage de la dépense. Quand tu gagnes 8-10% de la dépense sur des boîtes qui dépensent des fois 100 000, 200 000, 300 000, bah en fait ça représente beaucoup d'argent tous les mois, et les gens qui gèrent les comptes sont pas spécialement énormément payés, donc c'est une très très bonne marge. Et puis l'une des secondes raisons, c'est que c'est la meilleure drogue qui soit. Aujourd'hui, Meta, Google, etc., c'est juste des dealers en fait. Parce que quand vous leur donnez 100 balles, bah, ils vous ordonnent 100, 150, 200, et on le voit de toute façon, fin de mois, fin de trimestre, fin d'année, on dépense, on dépense, on dépense pour gonfler artificiellement le chiffre d'affaires, mais c'est tout. Et du coup, ça c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a des sites web. Alors la moyenne, on dit que le taux de conversion moyen est autour des 2,5. Moi, pour auditer j'allais dire des centaines, mais pas loin, centaines de marques par an, on est encore en dessous. Il y a des exceptions qui sont un peu au-dessus, mais la grande majorité, elles sont en dessous. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui ont des bons paniers moyens et qui disent « Oh, ça va, j'ai 1% de conversion, même des fois 0,8, ça va ». Non, ça fait quand même 99% des gens qui sont venus sur ton site qui n'achètent pas. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et donc, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est le sujet que l'on va voir aujourd'hui. Et du coup, comme l'équation le montre, l'un des sujets et j'ai pas fini sur la publicité, l'un des faits dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'augmentation des coûts d'acquisition. Aujourd'hui, on estime qu'un coût d'acquisition a augmenté d'à peu près 60% depuis le Covid. Donc c'est juste gigantesque. Et en parallèle, le taux de conversion des marques n'a pas augmenté de 60%. Donc à un moment, justement, l'équation, elle ne tient plus. Il y a un vrai sujet de dépenses, et on le voit tous les jours, pour le coup, des e-commerçants ferment, parce qu'en fait, bah, justement, ils ont oublié cette fameuse équation. Et du coup, l'un des gros sujets de 2024, et malheureusement, ça aurait été mieux avant, mais de 2024 et d'après, ça va être d'apprendre à mieux convertir. Alors, il y a, et du coup c'est mon métier, un acronyme, parce qu'on le sait en marketing, on adore les acronymes, on adore se donner des noms. Il y a une nouvelle discipline qui s'appelle du coup le CRO, pour Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation du taux de conversion. Pour le coup, c'est pas une très très bonne façon de communiquer, puisqu'on a la sensation qu'on va intervenir que sur le taux de conversion, alors que la vérité, on va intervenir sur le taux de conversion, mais aussi sur le panier moyen. Donc en fait, on vient prendre deux variables de l'équation, et ça change beaucoup de choses. Du coup, si on voulait lui redonner un nom, moi je serais plutôt pour l'appeler l'optimisation du revenu par utilisateur. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir combien dépense celui qui achète, c'est de savoir
combien me rapporte chaque visiteur qui vient sur le site web. Et aujourd'hui, on a des sites qui vont, les visiteurs vont leur rapporter 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et ça va vous permettre de savoir combien je suis capable d'acquérir justement de nouveaux. Parce que ça va vous donner finalement un budget clair sur c'est quoi mon CPC, c'est quoi tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le CRO c'est un peu en vogue, que des agences comme les miennes se développent très vite, parce que justement ça vient répondre à un vrai problème, comme je le disais, d'augmenter le taux de conversion et le panier moyen. Alors comment on fait? Une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Alors évidemment, tout démarre avec un gros travail de data. Ça, je pense que ça va vous parler. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir justement où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Avant de réussir à trouver les réponses, on va essayer déjà d'identifier le problème. Là, pour info, c'est une étude qu'on a menée sur l'ensemble de nos clients, donc à gauche. Et on a à peu près un peu plus de 100 millions de sessions. Donc ça nous donne des indicateurs qui sont alors multisectoriels, mais c'est intéressant toujours de pouvoir comparer. Et à côté, d'ailleurs, c'est des datas d'un site Shopify, donc vous pourrez vous moquer et dire que leur taux de conversion n'est pas bon. Mais en gros, comment on analyse ça et comment nous, ça nous intéresse? Le premier travail qu'on va voir, c'est combien de personnes qui viennent sur un site web voient des produits. Quand je pose cette question à mes prospects ou à mes clients, est-ce que vous savez combien de personnes voient des produits quand ils viennent sur votre site? Ils ont tous la sensation que c'est autour des 100%. Parce qu'ils se disent, les clients viennent pour ça. Sauf qu'en fait, la réalité, elle est plutôt, là, elle est à 47,8, donc elle est plutôt autour des 50%. Ça veut dire que vous achetez du trafic très cher et qu'à la fin, il y a un client sur deux qui voit du produit. C'est bien compliqué. Ensuite, et donc là, on voit qu'on a un client qui a plus de 71%. C'est très rare. Comment c'est? C'est complètement artificiel. C'est qu'en fait, il envoie tellement de budget en acquisition directement sur ses fiches produits que le prorata devient énorme. Mais c'est très très rare. Moi, ça m'arrive souvent de voir des sites un peu plus normaux et qui dépensent, qui ont des équilibres budgétaires qui sont un peu plus logiques entre le SEO, entre l'acquisition payante, etc. Et donc, ça m'arrive très souvent de voir des sites qui sont plutôt autour des 30-35%. Donc, ça veut dire que c'est un client sur trois qui voit du produit. Et de temps en temps, c'est pire. Mais ça, c'est une donnée qu'ils n'ont jamais. Ou très rarement. Mais vraiment, moi, en 2023, je faisais le compte, j'ai eu un peu plus de 200 premiers calls clients. Je pense qu'il n'y en avait pas plus de 10 qui savaient ce chiffre, alors qu'il est quand même hyper important. Et le deuxième, évidemment, et en fait, on va descendre dans le funnel comme ça, on va se dire, tiens, le taux d'ajout au panier. Et là, par exemple, ce client, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que c'est intéressant, il me disait, mon taux d'ajout au panier, pour le coup, il le connaissait. Il dit, il est pas trop mal, évidemment, il pourrait être un petit peu mieux, on est à 4,35, la moyenne est plutôt à 6. Bon, lui, ça le satisfaisait à peu près. Sauf qu'en fait, le problème, il n'est pas qu'il soit à 4,35. Le problème, c'est le chiffre qui est à droite. C'est le 6,08. En gros, c'est le 6%. Ça veut dire que sur les gens qui voient un produit, seulement 6% l'ajoutent au panier. Alors que la moyenne, elle est plutôt autour des 12%. Et là, on voit qu'il y a un vrai sujet. Là, on voit qu'il y a un vrai sujet d'optimisation. Et donc, on va venir chercher à travailler. Et après, je vais vous passer le reste. Mais en gros, ce qui va être intéressant, c'est de voir après chaque étape pour comprendre pourquoi on arrive finalement à un taux de conversion qui soit aussi ridicule. Et vous voyez, en gros, le chiffre potentiel, c'est si la marque avait ce taux de conversion-là. Donc, c'est pas une marque qui fait pas de chiffre d'affaires. C'est une marque qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Elle fait à peu près 18 millions d'euros par an. Et ils se sont jamais posé la question de comment était structuré mon funnel, finalement, et comment je convertissais. Donc ça, c'est toujours le point de départ de notre travail. Et en fait, l'optimisation de la conversion, ça va être plein de petits sujets. On va pouvoir optimiser la vitesse, on va pouvoir optimiser la découvrabilité des produits, on va pouvoir évidemment optimiser les fiches produits, on va pouvoir optimiser le checkout, on va pouvoir faire beaucoup de choses qui finalement, au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que je les ai appelés les intérêts composés du CRO, c'est que c'est un petit peu comme en finance, c'est qu'on va gagner 2% là, 3% là, 4% là, sauf qu'en fait ça se multiplie. Et donc à la fin ça peut faire des résultats qui sont impressionnants. Je faisais la dernière fois pour un client le calcul.
Si une marque fait 100 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, donc à la fin de l'année, elle fait 1,2 million, grâce à de la publicité. Donc on va faire un calcul simple, elle a un ROI de 4, donc ça veut dire qu'elle dépense en moyenne 25 000 euros par mois tous les mois. Si on fait une optimisation de 2% chaque mois, 2% c'est pas énorme, hein. Pas 2% de conversion, 2% du business tous les mois. Combien vous imaginez que ça fait de chiffre d'affaires à la fin de l'année si elle réinvestit le delta positif en acquisition? 2% par mois sur 100 000 euros par mois. Eh bien, si elle réinvestit tous les mois le delta positif qu'elle aura fait en acquisition avec le même ROI, elle arrive quasiment à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1,2 million, elle passe de 1,2 million à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait une croissance de 58% du chiffre d'affaires. Tout simplement en faisant 2% et en réinvestissant le 2% chaque mois dans le business. Donc vous voyez, c'est juste énorme. Et pour info, nous, on ne prend pas 800 000 euros pour les aider. Donc c'est un ROI qui est gigantesque. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est pour ça que le CRO est hyper important et que vous devez le prendre en compte parce que vous êtes pour la plupart des agences digitales, de développement, et en fait ça doit faire partie de votre métier. Ça doit être une presta que vous devez proposer. Alors si vous ne le proposez pas en interne, vous pouvez par exemple faire des partenariats avec des agences comme les nôtres pour justement proposer du service additionnel à vos clients parce que ça ils sont prêts à le payer aujourd'hui. Et ils sont prêts à le payer pour certains assez cher parce qu'en fait ça a des répercussions qui sont énormes et en plus on a cette capacité à le traquer qui fait qu'à la fin, nous on est capable de leur dire, voilà, notre mission, elle a eu un ROI de X. Et on le verra, à la fin je donne le chiffre, mais en gros en moyenne aujourd'hui on est sur un ROI de 7,8. Donc quasiment de 8. Donc c'est pas mal, à chaque fois qu'elles investissent 1000 euros avec nous, elles en gagnent 8. Clairement avec la pub elles le font pas, avec le SEO elles le font rarement. Donc pour elles c'est quand même très intéressant. Et donc, pour aller optimiser, il va y avoir 3 niveaux d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place. On a l'optimisation on site, les A/B tests et les landing pages. Et je vais rentrer dans le détail. Juste pour info, j'ai pas l'heure parce que le timer ne s'est pas déclenché, donc je ne sais pas du tout. Donc si quelqu'un pourra juste me dire 5 ou 10 minutes avant, ça serait cool. Donc voilà, donc la première chose ça va être l'optimisation on site. Alors ça va être de l'optimisation continue. L'idée c'est de se dire comment j'arrive à optimiser mon site au fur et à mesure. C'est pas l'optimisation qui est la plus simple parce que c'est la plus difficile à traquer. Parce que si je vais changer et que je passe justement pas par des A/B tests ou quoi, si je vais changer un petit élément au fur et à mesure, c'est pas hyper facile. Mais en fait ça c'est tout ce qu'on va pouvoir faire sur une marque qui fait en gros entre 0 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2-3 millions de chiffre d'affaires. Alors, si je suis précis, ça devrait plus se gérer en termes de trafic, parce que c'est derrière qu'on va pouvoir commencer à faire des tests. Mais bon, déjà, ça vous donne une petite idée. Et là, on va pouvoir jouer sur pas mal de choses. Évidemment, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être d'augmenter la désirabilité, d'augmenter la confiance et de réduire les points de friction. En gros, c'est à peu près ça, faire du CRO. C'est comment je donne encore plus envie à mon client d'acheter et comment je réduis l'ensemble de ces objections, mais aussi des points qui pourraient l'empêcher d'acheter. Ici, il y a des solutions de paiement en plusieurs fois. On le voit, dès qu'on met une solution de paiement et qu'on passe de la solution interne de la caisse d'épargne à une solution comme Payplug et d'autres, on voit tout de suite une amélioration. Donc ça va être vraiment de travailler sur ces éléments-là. Ça peut être des éléments de réassurance, ça peut être aussi des éléments purement marketing. Est-ce que j'ai des retours? Est-ce que j'ai des garanties qui vont être importantes? Pour info, on a sur un client récemment, alors c'était sur un A/B test, mais ça vous donne une idée de la force des éléments marketing comme celui-ci. C'était une marque qui faisait des bambous. Donc elle vendait des bambous en digital et en fait en discutant avec le fondateur je lui disais mais comment tu fais quand le bambou il est fané ou il tient pas longtemps, etc. Souvent on en renvoie un autre parce que c'est quand même des paniers moyens qui sont importants et finalement c'est des clients qu'on arrive à bien garder, donc on peut se permettre de renvoyer un nouveau bambou. Ok, et si on le mettait sur le site web? Viens, on met une garantie en disant voilà, je te garantis que pendant X temps, si ton bambou est fan, je te le rembourse. On a fait plus 47% de taux de conversion sur une phrase. Juste au-dessus du panier, juste au-dessus de l'ajout au panier,
garantie 1 an, plus 47%. Autant vous dire que le client est très content. Ça coûte pas grand-chose, hein. Mais ça a des conséquences qui sont énormes. Juste parce qu'à un moment, en fait, le CRO, c'est juste faire du marketing, donner envie aux gens, leur lever les freins à l'achat. Donc ça va être super important. Par exemple, on l'avait fait aussi pour une marque qui s'appelle Atma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont été assez présents cette année sur les réseaux. Ils sont venus vers nous. Ils avaient une proposition de valeur, parce que par exemple, on va aussi pouvoir travailler sur la proposition de valeur, qui était hyper généraliste. On a réussi à retravailler ça pour eux, à faire en sorte que justement les gens puissent se projeter dans les produits. Vous voyez, donc là c'était un couteau, on le voit, ça peut passer par les photos, ça peut passer par de la vidéo, ça peut passer par des éléments de réassurance. En tout cas, ça passe par évidemment plein de choses, et on le voit, plus 28% d'ajouts au panier, plus 34% de chiffre d'affaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que le plus 28% d'ajouts au panier et 34% de chiffre d'affaires, ça veut dire aussi qu'on a réussi à augmenter le panier moyen avec le même produit. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va avoir la deuxième partie, parce que justement, l'optimisation en continu, comme je le disais, c'était toujours compliqué à monitorer, parce que finalement, vous faites une modif et vous attendez de voir si elle a du positif. Et en fait, il s'avère qu'elle est souvent négative. D'ailleurs, selon vous, quel est le taux de réussite d'un A/B test? Sur combien d'A/B tests on en a un qui apporte vraiment quelque chose de positif? Alors ça, c'est pas le résultat. Toi, tu dis 20%. C'est à peu près ça. En gros, la data officielle, c'est 1 sur 7. Donc c'est un peu moins de 15%. Ça fait pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a 6 implémentations sur 7 qui sont faites, qui soit changent rien, soit dégradent la performance. Et là, c'est important, parce qu'en fait, moi, je rencontre plein de clients, comme ce fameux client à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui me dit non, je suis sûr de moi. Non, il n'y a pas de certitude. C'est sûrement une mauvaise idée. Parce que ce chiffre, il fait la différence. Et donc là, moi, je vous ai fait un graphe en se disant, ok, 1 sur 7, la vérité, c'est que des agences comme les nôtres, ça ne nous arrive pas. Parce qu'en fait, on commence à savoir au fur et à mesure ce qu'il faut tester, ce qu'on peut tester. Et on fait souvent beaucoup de recherches en amont, donc ça ne nous arrive pas. Et heureusement que les clients n'achètent pas pour ça. Par contre, quand ils sont plus seuls, ça arrive souvent. Moi, j'ai des clients qui ont, avant de venir nous voir, qui ont acheté des licences sur des logiciels comme A/B Testy à 25, 30 000, 40 000 euros par an, et puis qui vont tester la couleur d'un bouton, la place de l'ARH sur la homepage. Donc évidemment, ça change rien du tout. Et à la fin, ils se disent, on dépense pour rien, le CRO, ça marche pas pour nous. Non, c'est juste que tes tests, ils sont nuls, que tu n'as pas fait de recherche et que tu lances des trucs au hasard juste pour dire que tu utilises l'outil. Ça, c'est pas très utile. Donc moi, je nous ai fait une moyenne un peu plus logique d'1 sur 4. Et donc, je voulais juste vous montrer la différence que ça représentait entre un test réussi sur 4, entre si vous le testez et si vous le faites sans le tester. Et en gros, à chaque fois, la différence entre un A/B test et une implémentation directe, c'est que l'A/B test, si vous voyez qu'il est négatif, vous l'annulez, vous repartez à 0. À chaque fois, en fait. Sauf que quand vous le mettez en place, vous ne repartez pas à 0. Pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que vous avez facturé des heures pour la mise en place. Donc c'est pas facile de dire au client, je vais vous refacturer des heures pour revenir en arrière, parce que finalement, ce qu'on a fait, c'était une mauvaise idée. Donc souvent, vous mettez les trucs sous le tapis et vous dites rien. C'est pareil en interne. Quand vous avez un responsable e-commerce ou quoi qui a fait des modifs et qui se rend compte quand il s'en rend compte, parce que c'est souvent là où le bas blesse, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, mais quand il s'en rend compte, qu'est-ce que vous avez mis en place et du coup, c'est difficile de dire à son boss, en fait, les idées que je t'ai défendues pendant 3 mois, que j'ai mises en place, elles n'étaient pas bonnes, du coup on va revenir en arrière. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'ego dans le CRO, dans l'optimisation, parce qu'en fait, c'est souvent, j'ai la meilleure idée, sauf que les meilleures idées n'existent pas. Et c'est ce que je mettais là, c'est que prédire les résultats de test à 100%, c'est une mission impossible. Nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et pour vous donner quelques exemples récents, j'ai une marque que l'on accompagne qui s'appelle Anatae, qui fait du matcha. On a et une phrase que j'ai mise, l'intuition guide, les A/B tests décident, parce que c'est ça, c'est de se dire en fait, quand
on peut avoir de l'intuition, évidemment, l'intuition elle peut être positive, mais à la fin des fins, il faut que ce soit la data qui vous drive et pas autre chose, parce que sinon vous n'y arriverez pas et vous ferez des erreurs comme on l'a vu juste avant dans le graphique. Et donc je vous disais, avec Anatae, on a travaillé justement sur de l'A/B test de la fiche produit, on s'est concentré que sur la fiche produit, et pour vous donner 2-3 styles de résultats que l'on peut facilement atteindre, et sans être un génie de la technique, parce que ça reste quand même la problématique du départ, c'est de se dire finalement comment on peut améliorer sans dépenser des milliards en développement. Avec eux, pour vous donner deux exemples, on a testé la place des avis sur la fiche produit. Évidemment, comme à peu près 95% des sites, les avis étaient en bas, il suffisait de cliquer sur les flèches, enfin sur les étoiles en dessous du titre, ça vous emmenait en bas. On a décidé de les mettre juste en dessous l'ajout au panier, plus 11% de conversion. Ensuite, au lieu d'en avoir 6, on en a mis 12, plus 7% de conversion. Donc ça, c'était 2 petites idées parmi un plan de test qui, à la fin, apporte énormément. Et si moi je lui avais dit, si en remontant les avis on va faire plus 11%, elle m'aurait dit non, c'est impossible. Là, la data, elle l'a prouvé direct et du coup ça fait la différence. Donc vous voyez, c'est vraiment des éléments comme ça qu'il va falloir travailler. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que pendant longtemps, les A/B tests se faisaient avec Google Optimize, qui était gratuit, qui permettait vraiment de mettre le pied à l'étrier à pas mal de commerçants. Aujourd'hui, Google Optimize a fermé, donc il n'y a plus de solutions gratuites. Ça, c'est un vrai problème, même pour nous, hein, parce que c'est vrai que ça, tout de suite, ça emmène un fee plus important pour les marques. Mais il y a quand même aujourd'hui des outils comme Convert.com, par exemple. J'ai pas de lien d'affiliation, donc je le dis vraiment avec bon cœur, qui est des bons intermédiaires et qui permettent quand même de faire beaucoup de choses et qui vont vous permettre justement de tester pas mal de choses avant d'implémenter. Parce qu'en fait, c'est le vrai sujet, comme on le voyait tout à l'heure, c'est comment vous allez arriver à vendre évidemment plus, mais en même temps, en vous retirant de la prise de risque d'implémenter des choses qui n'auront pas de lien positif. Donc, là-dessus, franchement, et vous avez un gros avantage pour le coup sur la partie technique quand vous êtes dev, etc. Parce que malgré tout, il y a des A/B tests qui peuvent mériter du dev et en fait, il y a beaucoup d'agences CRO, c'est juste des agences de marketing qui n'ont pas de dev. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une place à prendre. Nous, on essaye de développer aussi cette partie-là, mais c'est vrai que des boîtes qui font déjà du développement, qui ont déjà des clients en interne, etc., je pense que vous avez un gros coup à jouer. Donc ça va être important. Et donc, le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui est pour moi le point le plus important, ça va être ce qui s'appelle des landing pages. Aujourd'hui, justement, comme je vous le disais au début, les gens passent des dizaines d'heures, des centaines d'heures et mettent des milliers d'euros en acquisition pour faire des tests. Qu'est-ce qu'ils appellent faire des tests? Ils appellent changer, passer d'un statique à une vidéo, à un UGC, à un mot du fondateur, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai des marques qui viennent me voir et qui dépensent, pour certaines, plusieurs. J'en ai même une en tête qui dépensait plus de 150 000 euros par mois en acquisition. Et quand je lui dis, mais sur quelle page tu envoies ton trafic? Bon, elle me disait, ça dépend, on fait des tests. La fiche produit, les pages catégories ou la homepage. Mais la homepage, ça marche pas mal, hein. Bah là, la seule réaction que j'ai à ce moment-là, c'est de lui dire, c'est vraiment de la merde. Parce que si c'est ta homepage qui convertit le mieux, c'est vraiment que ton site, il est pourri. Et alors, c'est pas parce que tu fais du chiffre que ce que je dis n'est pas vrai non plus, mais c'est que ton site, il a un potentiel énorme. Et donc aujourd'hui, on vient travailler en fait sur des pages d'atterrissage, donc sur des landing pages, pour justement raconter une autre histoire. Et pourquoi aujourd'hui, sur quasiment tous nos tests, on a des meilleurs résultats sur des landing pages que d'envoyer sur des fiches produits? Tout simplement pour une raison claire, c'est que vous connaissez tous justement ces fameux niveaux de conscience des prospects. Donc on va avoir les gens qui sont complètement ignorants, donc ça c'est à peu près 50% du marché. Les gens qui connaissent le problème que vous résolvez, mais qui ne se sont pas encore mis à la recherche d'une solution. Il va y avoir les gens qui
connaissent les solutions qui répondent à ce problème, mais qui ne sont pas encore spécialement clients. Il va y avoir ceux qui connaissent votre produit et ceux qui sont assez informés, assez conscients pour avoir envie de l'acheter. Et en fait, ceux qui sont assez informés et assez conscients pour avoir envie de l'acheter, ça ne représente que 3%. Et en gros, c'est les gens que les marques essayent de convertir, et c'est pour ça qu'elles ont des taux de conversion qui sont ridicules. Parce qu'en fait, elles envoient des fiches produits à des gens, certes, qui sont informés. Mais tous les autres, si vous les envoyez sur des fiches produits classiques, vous n'avez aucune chance de les convaincre. Parce que si votre produit, je sais pas, il vaut 80 €, c'est toujours beaucoup trop cher quand tu n'as pas prévu d'acheter. Parce qu'en fait, tu arrives sur une fiche produit, la première chose que tu vois, c'est le prix. Parce que c'est écrit en gros. Donc imaginez, vous arrivez dans un magasin et vous avez un vendeur, avant de vous parler, il vous dit, bah voilà, ça va te coûter 80 €. Bah t'as pas envie de l'acheter. Et surtout, je te mets le CTA en haut de la ligne de flottaison, parce que c'est la vraie reco CRO, hein, c'est toujours le CTA au-dessus de la ligne de flottaison. Ça, c'est par exemple une grosse connerie. Parce qu'en fait, le CTA au-dessus de la ligne de flottaison, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, sur une landing page, ça fait que le client, il y a un bouton, il clique dessus, sauf qu'il n'est pas informé. Il n'est pas monté en conscience, il n'est pas monté en connaissance. Nous, on le voit sur nos landing pages, quand on met des CTA qui sont plus loin, on a des taux de conversion qui sont vraiment plus élevés. Parce qu'en fait, vous avez le temps de catcher l'attention du client, de lui raconter votre histoire, de lui raconter pourquoi ce produit va pouvoir changer sa vie. Et là, quand il va cliquer sur le bouton ajout au panier, il y a un niveau de conscience qui sera beaucoup plus important. Et donc, c'est vraiment ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, les marques, elles essayent, avec leurs fiches produits, de convertir les 3%. Les landing pages, elles vont essayer de convertir en gros les 50% du dessus. On ne va pas essayer tout de suite les ignorants, mais on va essayer au moins ceux d'en dessous. Et en fait, on va pouvoir les faire monter en conscience, on va pouvoir faire monter l'excitation et leur donner plus envie d'acheter. Et donc ça, vraiment, ça fait beaucoup de différence. Et en plus de ça, les landing pages permettent de tester hyper rapidement. Vous allez pouvoir tester des messages, vous allez pouvoir vous dire, tiens, j'ai 3 types de personas dans mon audience, je vais pouvoir tester des messages différents, je vais pouvoir multiplier derrière mes propositions de valeur, tester des nouveaux textes, etc. Chose qui est plus compliquée sur un site web, parce qu'en fait, vous essayez de parler à 100% de votre audience sur votre site web. Sur une landing page, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que sur un site web, vous parlez à tout le monde, sur les landing pages, vous parlez aux bonnes personnes. Parce que vous allez les avoir choisis, vous aurez choisi les messages que vous allez leur faire passer et vous savez exactement ce qu'ils vont acheter. Sur une landing page, par exemple, on ne met pas de lien externe. On n'essaye pas de le faire justement se faire balader ailleurs sur le site. On a un objectif, c'est qu'il achète ce produit. Et ça marche vraiment. Là, je vous ai mis un travail que l'on a fait, en fait, justement grâce à nos centaines de tests. C'est de se dire comment on arrive à ranger tous les types de pages sur lesquelles on peut envoyer du trafic selon justement le niveau de conscience, des clients. Alors en fait, on se rend compte que les pages collection, les pages produits, la home sont souvent des mauvais choix et qu'en fait derrière on va pouvoir rentrer sur des pages qui sont différentes, donc par exemple des pages de comparaison. Donc on va être très clair, je suis Samsung, je me compare à Apple, je fais une page de comparaison. Ça peut bien marcher, mais il faut déjà un niveau de conscience quand même assez avancé. Il faut aller chercher le client au moment où lui il se pose la question personnelle. Je vais faire une page comparaison entre Presta et Shopify, c'est que le mec il doute entre les deux. S'il a déjà fait son choix, la page elle ne va pas marcher. Si à l'inverse, il ne sait même pas ce qu'est un CMS, ça va être difficile de le convertir. Et donc on va avancer comme ça dans le parcours. Et aujourd'hui, ce que l'on voit le plus arriver, ça va être plutôt la fin de la page, la fin du tableau, qui va être dans ce qu'on appelle les advertoriales. Donc ça, c'est vraiment un mix entre des landing pages justement où on va être sur un côté très éditorial, mais avec un objectif de vendre. Donc on va plutôt raconter une histoire, ça peut être comme si c'était un article du Monde, du Figaro ou quoi, et finalement on va raconter l'histoire pour vendre le produit. Une qui cartonne aussi, c'est ce qui s'appelle les listicles. Donc ça, vous êtes sûrement déjà tombé dessus. C'est 5 raisons qui vont vous pousser à 6 raisons qui vous donneront envie de. Et là, en fait, on vient énumérer des raisons. Et du coup, vous imaginez bien que quelqu'un qui arrive sur une page 5 raisons d'utiliser ce CMS, et qu'on vient lui expliquer 5 raisons importantes, qu'on vient lui prouver avec de la data, etc., au moment où il a vu les 5 raisons, il y a
évidemment beaucoup plus de chances qu'il ait envie de télécharger ce CMS ou en tout cas de l'utiliser. Donc ça, c'est un point important parce que justement, aujourd'hui, quand on parle de landing page, souvent on met, c'est un gros fourre-tout, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et en fait, il y a presque une vraie science pour faire en sorte de faire les bonnes landing pages pour les bons clients au bon moment. Donc voilà un petit peu, et pour le coup, pour vous montrer aussi que ça marche pas mal, on l'a fait avec une marque qui s'appelle Spring, qui est une marque qui vend de la lessive. Depuis qu'on travaille avec eux, donc depuis le 1er octobre, ils ont dépensé un petit peu plus d'1 million d'euros en acquisition, donc ils ont fait venir l'équivalent d'1 million d'euros sur nos landing pages, et on a réussi à optimiser le taux de conversion de 23%, et le revenu par utilisateur de 34%. Autant vous dire qu'on a signé un contrat sur l'année, ils ne se sont pas posé la question longtemps, alors qu'ils faisaient déjà des landing pages. Justement, parce qu'on est capable, nous et d'autres, hein, mais on est capable de venir personnaliser les landing pages, de venir A/B tester de façon très agile et très rapide pour aller chercher justement les messages qui vont faire la différence. Et donc aujourd'hui, quand ils font venir 100 visiteurs sur leur site, ils convertissent. Chaque visiteur rapporte 34% en plus que ce que ça rapportait il y a encore 6 mois. Donc oui, on a signé et je pense que ça va durer encore pas mal de temps parce qu'ils sont ravis là-dessus. On l'a fait aussi par exemple pour une marque qui s'appelle les Mini-Mondes où justement ils envoyaient, donc ils essayent de vendre, enfin ils vendent un magazine pour enfants, d'éducation pour enfants. Pareil, on envoie sur les fiches produits. Quand on envoie sur des landing pages, on arrive à des taux qui sont encore plus importants. Bon, la différence, c'est qu'eux démarraient de zéro, ils n'avaient jamais fait de landing page. Spring en faisait déjà. Mais en gros, on fait du plus 31% de conversion et plus 38% d'ajout au panier. Donc vous voyez, c'est des chiffres, c'est pas pour vous impressionner que je vous raconte tout ça, c'est pour vous inspirer en fait. C'est pour se dire, il y a un vrai business à aller chercher et que de temps en temps, on met son énergie au mauvais endroit. Quand je vois ce qu'on a été capable de faire pour Spring en quelques mois, plus 34%, je le répète parce que c'est juste énorme, plus 34% de revenus par utilisateur, c'est gigantesque. On aurait pu passer des heures et des heures de dev à modifier je sais pas quel outil, à tester telle ou telle chose. Et en fait, la vraie valeur, elle était là. Donc c'est vraiment des points sur lesquels vous pouvez vraiment aller chercher beaucoup de performance. Et quand vous cherchez beaucoup de performance, bizarrement, vous gardez les clients longtemps. Donc voilà, je vous ai mis juste un petit récap de ce que peut rapporter le CRO. Donc évidemment, augmenter le taux de conversion, augmenter le panier moyen, baisser les coûts d'acquisition. Un point qui est important que je n'ai pas trop abordé, c'est l'amélioration de la connaissance client. Parce qu'évidemment, vu que vous allez faire des tests, vous allez savoir ce qui fonctionne. Donc en fait, le mois d'après, les mois suivants, vous allez mieux savoir, peut-être avoir des meilleurs produits, avoir un meilleur site, une meilleure expérience. Et en fait, à la fin, c'est tous ces petits cailloux qui vont faire en sorte que ça fasse beaucoup. Enfin, toutes ces petites graines plutôt. Ensuite, c'est d'implémenter une culture du test. Ça c'est important, il y a encore, comme je le disais, beaucoup de décisions qui sont prises par, aux États-Unis ils appellent ça les décisions HIPPO pour les en gros les personnes les plus importantes. Donc c'est la décision de la personne la plus importante de la boîte qui la remporte souvent. Et ça peut être une connerie, ça peut être quelqu'un de brillant, mais de temps en temps il peut avoir des idées de merde. Et l'avantage du test, ça permet ça. Évidemment, ça améliore les marges. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de marques qui seraient contre améliorer leurs marges. Donc voilà, donc juste pour vous résumer, et comme ça je ne vous fais pas trop de pub sur nous, mais en gros, on s'est lancé en janvier 2023. On a eu un peu plus de 50 clients sur la période. Le taux de conversion moyen qu'on arrive à aller chercher, c'est plus 21%. Quand on fait de l'A/B test et des landing pages, c'est un peu plus, mais c'est vrai qu'on a aussi des clients avec qui on fait de l'amélioration continue parce qu'il n'y a pas les volumes, donc c'est toujours plus difficile à traquer. Et en moyenne, ce que je disais, on a un ROI de 7,8, donc quasiment de 8. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, et pour finir, encore une fois, je pense que c'est important. Nos métiers devraient presque pas exister parce que vous devriez tous le faire. Je sais que vous avez déjà vos activités, que ça remplit les agendas, etc. Mais encore une fois, si vous amenez cette vision, cette capacité à tester et à améliorer le business de vos clients, vous allez les garder longtemps. Donc je vous donne un défi, soit vous travaillez avec nous,
soit vous faites en sorte qu'on meure, parce que ça veut dire que vous avez intégré cette décision pour vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, vous êtes encore tous endormis. Alors, c'est soit que j'ai été vraiment nul. Ah, excusez-moi. Merci. Sur les exemples que tu donnes de avant-après, du coup, en combien de temps est-ce que tu obtiens ces résultats? Alors, nous, on travaille jamais moins de 3 mois avec un client. Par exemple, Spring, les résultats, on les a eu au bout enfin, on les a eu assez rapidement, mais ceux-là, on les a eu à peu près au bout de 3-4 mois. Parce qu'au début, en fait, bah, c'est pareil. Hein, ce que je disais sur l'idée peut être mauvaise, bah, on a aussi des mauvaises idées de temps en temps. Hein. Du coup, évidemment. Et donc, par exemple, sur Spring, ça a été, j'ai passé un très mauvais mois d'octobre parce que, en gros, il est venu me voir en me disant voilà, ça fait 4 ans qu'on fait des landing pages. Est-ce que tu crois que tu es capable de nous battre? Évidemment, j'ai dit que j'étais capable. Et pendant un mois, c'était la cata. Et donc là, j'ai commencé à flipper en me disant ça va être chaud. Et c'était à l'époque le plus gros client de l'agence. Donc je me suis dit ça va être une très mauvaise pub pour nous. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a multiplié les tests. Et là, on a réussi à aller chercher du résultat. Donc nous, on estime qu'avant 3 mois, c'est compliqué de donner du résultat, surtout quand on vient faire des tests, parce qu'il y a les périodes de test, déjà toute la partie stratégique, plus les périodes de test. Encore une fois, on ne réussit pas le premier test, donc 3 mois c'est le minimum. Mais nous aujourd'hui, quand on a des vrais résultats, et d'ailleurs sur certains clients, on arrive à garantir un ROI d'au moins 3 sur nos missions. Nous, on a un ROI de 7 ou 8, donc en fait, on ne prend pas un gros risque, mais ça a tendance à rassurer les clients. Bah, ça, on le garantit quand les clients s'engagent avec nous au moins 6 mois. Tout d'abord, merci. Je suis Grégory. J'avais une question. Quelle est la place de la logistique dans ton CRO, du coup? La logistique côté client, tu veux dire? La logistique transport. Ok. Alors, nous, mis à part travailler justement sur des offres de livraison, d'unboxing de temps en temps, de retour, on travaille pas tant que ça la partie logistique. Donc c'est plus une question proposition de valeur côté client, voilà, de se dire de temps en temps ça nous est arrivé de dire il faut absolument qu'on ait du point relais par exemple parce qu'il n'y en avait pas et qu'on pensait que c'était intéressant. Donc voilà, ça va plutôt être du conseil marketing en se disant comment on arrive encore une fois à faire en sorte de lever l'ensemble des freins à l'achat, les questions de retour, etc. Mais de façon très opérationnelle, on ne gère pas trop cette partie-là. Bonjour, c'est pour savoir un A/B test, quand tu vas tester une feature, combien de temps tu vas prendre pour échantillonner? À partir de combien de temps tu vas dire c'est révélateur ou pas le résultat? Et juste une autre question, il y a des e-commerce qui sont très saisonniers, tu vas avoir des périodes très creuses et d'autres ça explose pendant l'année. Est-ce que tu vas privilégier de l'A/B test pendant la période où il y a peu de trafic ou beaucoup? Est-ce que tu préfères le risque révélateur ou l'inverse? Alors, les business saisonniers, c'est vrai que c'est les plus compliqués, parce que les tests que tu vas faire pendant les périodes creuses sont souvent pas révélateurs de l'intention d'achat qu'il y aura pendant la période haute. Donc en fait, il faut, souvent dans ces moments-là, il faut être prêt avec une vraie roadmap et aller très vite pour implémenter. Mais souvent, en fait, ils ont des gros volumes, donc ça te permet justement d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Donc c'est vrai que ceux qui sont saisonniers, qui ont des petits volumes, ça va être compliqué, c'est compliqué pour nous de les accompagner. Pour répondre à ta première question sur les volumes, c'est vrai que c'est toujours la question que les gens se posent. Et en fait, c'est une question qui est un peu bâtarde parce qu'il n'y a pas une réponse claire. En gros, il ne faut jamais qu'un test dure moins de 2 semaines pour être sûr qu'il y ait tous les jours de la semaine de façon constante. Mais après, ça va vachement dépendre de ton volume de trafic et aussi de la qualité de ton test. Est-ce qu'il a apporté plus, tu vois, si c'est Decathlon et que tu viens chercher plus 0,5, plus 1%, ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps. Quand tu as un test où tu vois qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, il est à plus 20%,
mais il y a peu de chances que d'un coup, il s'écroule et qu'il repasse derrière. Donc peut-être qu'il ne va pas garder ce 20%, mais si tu viens chercher une tendance, au moins de te dire, bah, je sais que ça marche mieux, bah, je peux aller le mettre en place plus rapidement. Donc après, il va y avoir vraiment les réponses théoriques, académiques, et après les réponses très pratiques. Et c'est vrai que nous, ça nous arrive aussi d'avoir des clients qui se disent, bah, ok, on est à plus 20% au bout de 2 semaines et demie, go, on passe au prochain, et on implémente. Au minimum 2 semaines, mais encore une fois, ça va dépendre et de ton volume de trafic, et de ton taux de conversion, et surtout de l'uplift que tu es en train de créer, quoi. C'est pour ça d'ailleurs, quand on commence nous les A/B tests, on essaye d'aller chercher des A/B tests qui sont drastiques, tu vois, où tu peux avoir une vraie différence. Par exemple, quand on rajoute la garantie, on sait que ça va apporter une différence, on s'en doute, on n'était pas sûr que ça allait rapporter autant, mais on se doute que ça va rapporter. Quand tu viens faire, mais c'est un vrai sujet, quand tu es des très grosses marques, Decathlon, etc., bah tu crées pas un uplift comme ça, donc le test, soit il doit durer plus longtemps pour être sûr qu'il soit positif, soit il faut beaucoup de volume, quoi. Alors, quand on fait par exemple un A/B test de landing page, oui. Quand on fait de l'A/B test fiche produit, par exemple, c'est plus compliqué de lui dire tu ne modifies rien, parce qu'en fait, il y a plein de paramètres. Est-ce que ça sera ton SEO, est-ce que ça sera tes mails, etc. Donc c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, il y a des outils d'A/B test qui te permettent de lancer l'A/B test que via tel UTM, par exemple. Et donc ça nous permet de le faire. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, par exemple, nous, on a des tests qui se lancent sur les fiches produits que sur les gens qui viennent par exemple des pubs, ou que sur les gens qui viennent des mails, parce que justement on a la capacité via UTM de choisir à qui on montre le test. J'avais vu d'autres questions tout en haut. Il nous reste... Il y a écrit moins 3 minutes, ça veut dire que je suis en retard? Ou... Ok. Du coup, je voulais revenir sur le volume minimum pour valider un test, même si ça peut varier. Et quels sont les premiers tests que tu mets en place pour un client, généralement, les 3-4 premiers tests? Ce que je disais, le volume minimum, c'est encore une fois très compliqué. Souvent, on dit que c'est à peu près 50 000 visites sur la page. Mais encore une fois, si tu as plus 25% au bout de 25 000 visites, il y a peu de chances que ça s'écroule. Sauf si justement il y a un changement de saison, de période, etc. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel il faut faire attention. Donc ça, c'est sûr que si tu fais un test, par exemple, à partir du 5 novembre, et puis que le 20 novembre, tu lances ton Black Friday, ton test il est foiré, parce qu'en fait il y a une nouvelle variable trop importante qui va changer le test. Donc ça, il faut faire attention. Et c'était quoi ta deuxième question? Excuse-moi. Oui, c'est quoi les premiers tests que tu fais? Et j'imagine que les tests que tu fais avec la période de l'année dernière, peut-être, pour justement éviter ce problème de Black Friday et qui te fasse... Bien sûr. Alors, les premiers tests, si j'avais une bonne réponse, ça serait top, parce que je te vendrais ma roadmap type, et puis vous auriez plus qu'à la faire, je gagnerais beaucoup d'argent. Malheureusement, ça va dépendre de là où il y a des vrais sujets. Tu vois, tout à l'heure, sur l'exemple que j'ai donné, on voyait qu'il y avait un gros problème d'ajout au panier, donc là, on va plutôt se focaliser là-dessus. A contrario, j'ai d'autres clients qui ont des problèmes après l'ajout au panier, donc on va aller plutôt chercher des A/B tests là. Donc, j'ai pas de réponse parfaite là-dessus. Ça va vraiment dépendre de la data, de ce que l'on va avoir envie de chercher. Mais surtout, ce qui est important au départ, c'est de se concentrer sur le minimum de KPI possible, en se disant, j'essaye pas de tout modifier sur mon site, mais c'est de se dire, ok, par exemple là, sur ce fameux client qui a des problèmes après l'ajout au panier, ok, quelle va être l'évolution de mon taux de conversion post-ajout au panier, et quelle va être, nous on suit toujours évidemment cette évolution-là, plus le panier moyen. Parce que si on fait plus 10% de taux de conversion et moins 25% de panier moyen, ça n'a aucun intérêt. Donc souvent c'est les deux métriques qu'on va essayer de regarder au maximum. Mais donc voilà, j'ai pas une réponse parfaite sur les tests qu'il faut faire, mais déjà si tu vas faire des tests de réassurance, tu fais des tests de proposition de valeur, etc., ça peut faire une grosse différence. Par exemple, un titre de fiche produit, ça peut faire une énorme différence. C'est comme sur une landing page. En gros, si je résume, 100% des gens vont voir ton titre de landing page. Si ton titre il est pas bon, ils vont pas scroller. Et passe 80% de ton temps au minimum à tester ce titre, et à tester en tout cas le héros, parce qu'en fait c'est ce qui va faire que s'il est mauvais, tu ne vendras pas, c'est sûr. S'il est bon,
les gens ils vont scroller et peut-être qu'ils achèteront. Donc encore une fois, se focaliser sur ce qui rapporte beaucoup. C'est ce qui fait la grosse différence, au moins au départ. Et ça, c'est vraiment important, hein, c'est de se focaliser sur ce qui rapporte beaucoup, parce que c'est ce qui va impressionner le plus le client, et du coup, c'est ce qui va vous permettre de le garder longtemps. Bonjour Sébastien, merci. Tu parles de tes landing pages une fois qu'elles ont répondu à une problématique, qu'elles renvoient vers un produit spécifique et tout, que tout ton A/B testing est parfait. Quelle place en fait tu vas leur apporter dans le site? Parce qu'on nous parle souvent des landing pages qui sont sur du trafic payant, mais est-ce qu'en SEO ça peut être encore mieux qu'un blog ou qu'un unboxing ou autre chose? Ça, c'est une vraie question intéressante. Nous, dans 80% des cas, c'est des pages que l'on vient, tester sur du trafic payant. Après, quand de temps en temps, et ça nous est arrivé là récemment justement avec Anatae, on a fait une page qui était donc elle vend du matcha, il y avait plusieurs matchas, très difficile de les différencier, donc on a fait une landing page, un peu de guide pour savoir selon tes goûts, tes aspirations, etc., lequel tu dois acheter. On a fait pas mal de tests, au bout d'un moment on s'est dit ok, on est arrivé à un niveau intéressant, et donc la page, entre guillemets, on l'a figée pour pouvoir la mettre sur le site. Donc là, elle ne remplit pas spécialement des critères SEO, c'est-à-dire que les titres, etc. ne vont pas être des titres SEO, donc ça a rarement un gros impact. Tu peux faire des landing pages SEO, ça marche bien par exemple pour le B2B, les pages comparatives, etc. Ça peut être très intéressant, mais c'est vrai qu'en e-commerce, nous on va d'abord chercher à ce que ça soit performant en conversion, plus qu'en SEO. Et c'est vrai qu'un titre SEO, par exemple, c'est rarement un bon titre SEO, parce qu'en fait, il y a rarement une proposition de valeur, on joue rarement sur les émotions, etc. Donc c'est pour ça que c'est souvent du trafic payant malgré tout. Merci beaucoup. Juste, je suis en train de tourner un petit vlog du coup de cette conférence. Si certains ont envie de venir témoigner, faire une petite vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la conférence, ça me ferait hyper plaisir. Pour ceux qui viendront, je vous enverrai toutes mes ressources CRO, donc vous aurez vachement de valeur. Donc si vous voulez, juste après, vous pouvez venir me voir, comme ça vous serez dans la vidéo, ça vous fera un peu de pub. Je suis pas encore un gros influenceur, mais bon, on sait jamais, peut-être que demain la vidéo elle va péter et vous serez content d'être dessus. Merci beaucoup, bonne journée.